Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, nous sommes rejoints par Mike Benz, ancien secrétaire adjoint au département d'État américain et actuellement directeur exécutif de la Foundation for Freedom Online. Merci beaucoup. C'est un grand honneur de vous avoir ici dans l'émission. De même. Merci Glenn. Une société civile active et organisée est importante pour toute société démocratique. Et vous êtes, je pense, le principal critique de la manière dont la société civile, à travers le monde, a été détournée par ce qu'on appelle souvent des organisations non gouvernementales, ou ONG, qui sont en réalité financées par des gouvernements et coopèrent étroitement avec les agences de renseignement. C'est un aspect très important de la façon dont la politique étrangère est menée, et je pense qu'il est largement sous-estimé compte tenu de son importance. Je me demandais, c'est peut-être un bon point de départ, quelle en est l'origine? D'où vient réellement ce phénomène, ce monstre gigantesque qui ne cesse de croître depuis si longtemps? C'est une excellente question. Vous avez commencé par parler d'une société civile active et organisée. Et je pense que ce qui atteint aujourd'hui un pic de conscience publique, c'est justement la manière dont cette organisation est structurée. Il peut y avoir une organisation organique, et il peut aussi y avoir une organisation artificielle ou sponsorisée, comme vous l'avez mentionné, par des organes de la diplomatie ou du renseignement. Cela nous ramène essentiellement à la structure du renseignement qui a émergé après la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis soutenaient l'Europe contre, évidemment, Hitler et Mussolini. Et dans ce contexte, le prédécesseur de la CIA, l'OSS, a dû s'allier à divers organes de la société civile pendant la guerre. S'est allié à des institutions religieuses et au Vatican, qui était persécuté par Mussolini, a dû s'allier à des groupes commerciaux, syndicaux et ouvriers qui géraient la logistique en Europe et fournissaient donc des armes, de l'argent et toutes sortes d'aides. Et lorsque la Seconde Guerre mondiale a pris fin et que l'OSS, notre agence d'espionnage en temps de guerre, est devenue la CIA, l'agence d'espionnage en temps de paix, nous avons essentiellement conservé ces pratiques de partenariat avec la société civile. Non pas pour une guerre chaude, mais pour une guerre froide. Ainsi, l'utilité, par exemple, des relations avec les organisations médiatiques, qui, avant l'existence d'une agence d'espionnage en temps de paix, était gérée par notre département de la guerre dans les années 1940, en 1941 et 1942, l'Office of War Information a essentiellement centralisé la relation de l'armée américaine avec les institutions médiatiques. Celles-ci se sont révélées encore plus essentielles dans une démocratie que lors d'une guerre cinétique, car l'issue démocratique dépend des cœurs et des esprits de la population, ce qui dépend des informations médiatiques auxquelles elle a accès. Ainsi, alors que la guerre froide faisait rage à travers l'Europe, l'Afrique, l'Amérique latine et du Sud, l'Asie du Sud-Est, ces partenariats avec la société civile, dans les médias, le monde du travail et les syndicats, les universités, le domaine juridique, à travers des programmes d'état de droit, en fait, dans toutes les institutions artistiques et culturelles, évidemment, ont été perçus comme un impératif de sécurité nationale pour coopter toutes les composantes de la société civile dans les régions présentant un intérêt géostratégique pour les États-Unis. Eh bien, il semble que dans les années 1980, le développement du National Endowment for Democracy soit vraiment devenu, je dirais, une pierre angulaire pour beaucoup de ces ONG, car il finance également d'autres ONG. J'ai toujours trouvé cela fascinant, car avec la propagande politique, on cherche souvent à créer des raccourcis mentaux pour que les gens interprètent le monde de façon très simple. Nous sommes les gentils, les autres sont les méchants. Bien sûr, la crédibilité de la source est toujours importante. C'est pourquoi la capacité de faire avancer la politique étrangère à travers une ONG humanitaire est l'instrument idéal.
Parce que désormais, toute la géopolitique se résume à une lutte pour les droits humains et la dignité humaine. Mais quelle est, en réalité, l'importance du National Endowment for Democracy? Et que savons-nous, finalement, de son origine et de son objectif? Je vais donc répondre à cela, mais je tiens d'abord à souligner, si vous le permettez, le point que vous venez de soulever concernant la crédibilité des ONG. Je crois que je connais cette citation par cœur. Elle provient du programme CEPHEPS, le Consortium pour le renforcement des processus électoraux et politiques. Il s'agit d'un programme conjoint géré par le département d'État, financé par l'USAID et mis en œuvre techniquement par le National Endowment for Democracy. C'est donc les trois piliers de ce type d'opération d'État relevant de la diplomatie d'influence. Ils ont une citation à ce sujet où ils disent « Le gouvernement a l'argent, mais pas la crédibilité ». La société civile a la crédibilité, mais pas l'argent. Et c'est pourquoi le gouvernement doit financer la société civile pour qu'elle diffuse ces éléments de langage à sa place. C'est essentiellement ce qu'ils disent. Ils sont parfaitement conscients, Glenn, de ce que tu viens de décrire, et des documents et vidéos gouvernementaux que j'ai rendus publics le confirment directement. Mais l'histoire de la National Endowment for Democracy est fascinante. Comme nous l'avons évoqué, dans les années 1940, par exemple, en avril 1948, le service de planification des politiques du département d'État a publié une note de sécurité nationale qui en était le précurseur, mais qui s'appelait l'inauguration de la guerre politique organisée. Il a été rédigé par George Kennan, qui allait, 2 mois plus tard, conférer à la CIA ses pouvoirs de déni plausible dans le cadre du NSC DITS II. Dans cette note, le département d'État expose comment la CIA devra mener une guerre politique organisée sous le couvert de la société civile, des ONG et des comités et conseils de citoyens bénévoles qui serviraient de façade à l'action diplomatique. C'est une note remarquable. Je recommande à tout votre public de la consulter. Elle s'intitule « L'inauguration de la guerre politique organisée ». Elle a été rédigée 12 jours après la première opération réussie de changement de régime de la CIA, ou plutôt, devrais-je dire, d'opération de manipulation électorale. Il s'agissait de l'élection italienne de 1948, le premier scrutin démocratique en Italie après la Seconde Guerre mondiale, qui opposait un candidat pro-démocratie, soutenu par les États-Unis et le Royaume-Uni, à un candidat pro-communiste, soutenu par l'Union soviétique. Voilà comment cela a été présenté. Et la CIA n'avait pas, à cette époque, les pouvoirs autorisés pour faire ce qu'elle a fait. Mais elle s'est précipitée à la dernière minute parce qu'il semblait que le candidat soutenu par les États-Unis était en baisse dans les sondages. Elle a donc collaboré avec des syndicats mafieux, avec Hollywood, avec des œuvres de charité catholiques. Elle a injecté de l'argent dans des organisations médiatiques et a utilisé toutes sortes de manœuvres douteuses que nous qualifierions aujourd'hui de menaces à la sécurité nationale. Tout cela a été fait ici, mais ce fut très efficace. Cela a effectivement permis d'influencer et de faire basculer cette élection. Les personnes associées à cela. Miles Copeland a écrit un livre par la suite en disant que si la CIA n'était pas intervenue, alors le candidat soutenu par les Soviétiques aurait gagné, et que c'était une bonne chose que nous l'ayons fait. Mais essentiellement, le département d'État a décidé, à ce moment-là, que c'était quelque chose que nous devrions opérationnaliser à travers le monde. Et des années 1940 aux années 1970, la CIA procédait ainsi, en passant par des ONG et des organisations de la société civile, mais en créant souvent des sociétés écrans lui appartenant. Elle commençait tout juste à se familiariser avec la sophistication nécessaire pour essentiellement blanchir de l'influence et de l'argent afin de maintenir une dénégation plausible.
Mais aux États-Unis, en particulier au sein du Parti démocrate, il a commencé à y avoir un contre-coup important dans les années 1960 et 1970. Aujourd'hui, la CIA, le Pentagone, l'USAID et le département d'État financent des ONG et des organisations de la société civile pour prendre parti dans la guerre civile interne au Parti républicain, principalement à cause de la branche populiste MAGA du Parti républicain, qui souhaite donner la priorité aux affaires intérieures et limiter le budget consacré aux affaires internationales, à la politique belliciste, aux dépenses de l'USAID, et ainsi de suite. Et cela va évidemment à l'encontre des intérêts de l'establishment de la politique étrangère américaine. Ce que nous voyons aujourd'hui contre le Parti républicain, c'est un appareil de sécurité nationale qui semble être anti-républicain, même si ce n'est pas vraiment le cas. Il s'agit simplement de choisir un camp dans la guerre civile. Il ne serait pas anti-républicain, par exemple, si Nikki Haley était la favorite, ou Mitt Romney, ou John McCain. Ils choisissent simplement un camp dans la guerre civile républicaine, de la même manière qu'ils soutiendraient un mouvement de guérilla tribal au Soudan contre un rival. C'est ce qui a été fait au Parti démocrate dans les années 1960 et 1970. La CIA, le Pentagone, l'USAID et le département d'État finançaient des organes de presse, des fronts de renseignement comme le Congrès pour la liberté de la culture et d'autres. Ils finançaient des mouvements étudiants par l'intermédiaire de la National Student Association. Ils finançaient des groupes syndicaux. Ils finançaient les syndicats d'enseignants, y compris le plus grand syndicat d'enseignants des États-Unis, la National Education Association, ainsi que des syndicats d'enseignants, des organisations écrans de la CIA, comme la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante. Et ils visaient les démocrates, en particulier l'aile populiste du Parti démocrate. Et les démocrates, au milieu des années 1970, en avaient assez. Ces scandales s'étaient accumulés à un tel point qu'ils sont devenus l'un des thèmes de campagne de Jimmy Carter lors de sa candidature à la présidence. Il y a eu, en 1975 et 1966, le tout premier contrôle du Congrès sur la CIA dans toute son histoire, les auditions des commissions Church et Pike. Ce sont elles qui ont établi la commission du renseignement du Sénat et la commission du renseignement de la Chambre des représentants. Jimmy Carter a remporté la présidence en 1966 grâce aux méfaits de la CIA et a rapidement demandé à son nouveau directeur de la CIA, Stansfield Turner, de licencier 30% de toute la division des opérations de l'agence. Il existait une exigence légale d'obtenir ce qu'on appelait une décision présidentielle pour toute action clandestine de la CIA. Ce qui signifiait que la CIA ne pouvait plus entretenir une relation avec le président des États-Unis où ce dernier ignorait ce que faisait l'agence, car chaque action secrète devait désormais être autorisée par écrit par le président. Cela a donc rendu la tâche beaucoup plus difficile à la CIA pour maintenir une dénégation plausible. Et au Conseil de sécurité nationale, à la Maison-Blanche et au président, de conserver cette relation confortable avec la CIA, où le président pouvait dire « Je veux que cela soit fait, mais je ne veux pas savoir comment vous vous y prenez. » Ainsi, les républicains ont remporté la présidence en 1980 à la suite de ce qui était perçu comme des désastres en politique étrangère de la part des démocrates. En particulier, en 1969, les États-Unis ont perdu le contrôle de l'Iran. L'Iran, qui était à bien des égards la pièce maîtresse de l'approvisionnement en pétrole et en gaz des États-Unis et du Royaume-Uni. Le partenariat, essentiellement de 1953 à 1969, était très solide après le coup d'État soutenu par la CIA en 1953. Mais les républicains estimaient que la raison pour laquelle les États-Unis avaient perdu le contrôle de l'Iran était qu'ils ne disposaient plus d'une Central Intelligence Agency robuste. Si la CIA n'avait jamais été neutralisée, soutenaient les républicains,
nous n'aurions jamais perdu l'Iran. Le problème, cependant, était que Ronald Reagan restait tributaire du contrôle démocrate sur la Chambre des représentants. Ils n'ont pas pu rétablir les anciens pouvoirs de la CIA par voie législative, alors ils ont eu recours à une expansion de l'exécutif en créant de nouvelles ONG comme le National Endowment for Democracy en 1983, l'US Institute of Peace en 1984 et Internews à la même période. Je pense que c'était entre 1984 et 1986. Toutes ces missions relevaient auparavant de la CIA, mais elles allaient désormais être gérées par des ONG, créées en réalité grâce à une loi impulsée par l'exécutif. Et ils ont structuré cela de façon à essayer d'impliquer des acteurs démocrates dans la gestion des fonds. Par exemple, la structure du National Endowment for Democracy. Permettez-moi, je présume que votre public est très instruit et bien informé. Donc, souhaitez-vous que j'explique en détail ce qu'est le National Endowment for Democracy et comment il fonctionne? Oui, ce serait vraiment bien. C'est une institution très centrale dans toute cette mer d'ONG. D'accord. Très bien. Donc, ce que j'essaie d'expliquer ici, c'est que tout a commencé avec le département d'État des États-Unis en 1789, qui s'occupait de toutes ces ingérences internationales. Mais ensuite, en 1948, cette responsabilité est passée principalement à la CIA afin de permettre une dénégation plausible de la part de la diplomatie américaine. Puis, en 1983, avec la création du National Endowment for Democracy, la responsabilité de ces ingérences internationales ou de ces organisations de la société civile est passée de la CIA à des organismes comme le National Endowment for Democracy. Et voici brièvement ce que fait cette organisation. Je pense que cela est mieux décrit par son fondateur d'origine, Carl Gershman, qui a déclaré au Washington Post en 1986 que la CIA, je crois que la citation exacte était « La CIA avait des ennuis dans les années 1960 et 1970 lorsque des groupes démocratiques à travers le monde étaient perçus comme subventionnés par la CIA. Cela mettait ces groupes en difficulté. Et c'est pour cela que le fonds a été créé. Nous ne faisons plus ce genre de choses. Et c'est pour cela que le fonds a été créé. » Donc, c'est le fondateur du National Endowment for Democracy qui explique que la raison pour laquelle le National Endowment for Democracy a été mis en place était de financer les organisations que la CIA voulait soutenir, mais sans prendre le risque d'être perçu comme les subventionnant directement. D'accord. Donc, c'est une façade de la CIA. En réalité, l'idée même venait du directeur de la CIA, William Casey, et de son bras droit, Raymond Green, qui a travaillé en étroite collaboration avec la CIA pendant l'administration Reagan. Raymond Green a fait partie de l'unité de propagande et de désinformation de la CIA pendant 30 ans, avant de travailler sur le projet de loi visant à créer le National Endowment for Democracy. À la dernière minute, les démocrates étaient initialement d'accord avec l'idée en raison de la structure qui leur permettait d'en tirer profit, etc. Je vais expliquer cela dans un instant. Mais l'accord initial pour la création du National Endowment for Democracy prévoyait qu'il y aurait un pare-feu entre le NED et la CIA, qui serait financé par le Congrès, mis en place par le Congrès, responsable devant la Commission des Affaires étrangères de la Chambre et la Commission des Relations étrangères du Sénat, mais qu'un pare-feu serait en place pour garantir l'absence de toute coordination. À la dernière minute, cette disposition du projet de loi a été retirée. Donc, la CIA reçoit une copie de chaque subvention accordée par le NED. Je vais le répéter. La CIA reçoit désormais une copie de chaque subvention accordée par le NED. Nous ne recevons plus ces copies. L'administration Biden, d'ailleurs, pas que nous ayons jamais eu accès à ces documents internes, mais c'était conçu ainsi. Ils appelaient cela une action ouverte, par opposition à une action secrète.
L'idée était qu'il s'agissait simplement d'un travail public en faveur de la démocratie et non d'une opération d'espionnage de la CIA. Mais cela a toujours été un mensonge. Rien de tout cela n'a jamais été public. Pendant longtemps, les Américains pouvaient au moins voir à quoi servaient les subventions sur usaspending.gov, la base de données publique des subventions gouvernementales, même si ces subventions étaient très trompeuses et qu'il était impossible d'obtenir des documents internes. Mais même cela a maintenant complètement disparu. Le département d'État de Biden a signé cet accord discret avec le NED afin que chaque subvention accordée par le NED soit couverte par une confidentialité totale. Et même le Congrès et la Maison-Blanche ne reçoivent que des noms cryptés pour ses bénéficiaires. Toute l'opération est une action secrète complète. Ainsi, les contribuables américains financent tout cela. Mais depuis 2022, aucune subvention du NED n'est visible publiquement. Toute l'affaire a désormais complètement basculé dans la sphère du renseignement secret, tout en essayant de se présenter comme une sorte de groupe pro-démocratie tourné vers le public. Les mensonges et les contradictions atteignent aujourd'hui un niveau fiévreux, ce qui explique en partie la lutte budgétaire et l'affrontement entre l'administration Trump et l'établissement de la politique étrangère à ce sujet. Mais laissez-moi vous expliquer la structure du NED et son fonctionnement afin que vous puissiez voir à quel point son influence est vaste. Car l'administration Reagan, lors de la création de cette organisation, a dû surmonter la résistance des démocrates et a donc structuré le NED de manière très astucieuse. Ils ont déclaré que ce ne serait pas un outil républicain pouvant être utilisé contre les démocrates, ni un outil démocrate pouvant être utilisé contre les républicains. Il y aura explicitement deux branches politiques, l'IRI, l'Institut républicain international, et le NDI, l'Institut national démocratique. Chacune d'elles recevra un financement égal lors de la répartition. Il y aura également deux autres entités parmi les quatre principales pour garantir cela. L'une appelée le Centre pour l'entreprise privée internationale, qui représente la branche Chambre de commerce du NED, et une autre appelée le Solidarity Center, qui est le bras syndical du NED, afin de s'assurer que le travail et le patronat soient des partenaires à égalité dans ce projet. À l'époque, il est important de noter que la Chambre de commerce était presque exclusivement une affaire républicaine. Les grandes entreprises, pendant la guerre froide, étaient l'un des piliers du Parti républicain, tandis que les grands syndicats étaient l'un des principaux soutiens du Parti démocrate. Ainsi, même au sein des institutions de la société civile, la CIA cherchait à satisfaire tous les acteurs afin de garantir que ce mouvement, cette opération d'influence étrangère, conserve un soutien bipartisan et ne soit jamais menacé d'être supprimé, comme cela avait été le cas pour la CIA à la fin des années 1970, seulement quelques années auparavant. Ce que cela a fini par faire, c'est d'aider à servir d'outil. Enfin, d'abord, cela permet à la CIA d'interagir directement avec les deux camps politiques, les grandes entreprises internationales et multinationales, ainsi que les fonds spéculatifs et les plus grands syndicats du monde, y compris l'AFL-CIO, sous l'égide duquel se trouve le Solidarity Center. L'AFL-CIO est le plus grand syndicat des États-Unis et possède des branches internationales dans presque tous les pays du monde. Dans les années 1960 et 1970, les gauchistes l'appelaient l'AFL-CIA à cause de ses liens étroits avec les opérations de la CIA. Et aujourd'hui, elle est impliquée dans des opérations de façade de la CIA via le Solidarity Center de la NED. Mais elle joue aussi un rôle de cooptation des médias internationaux. Une autre branche de la NED s'appelle CIMA, le Centre pour l'assistance aux médias internationaux. Eh bien, de quel type d'assistance pensez-vous que les médias internationaux ont besoin? À quoi pensez-vous que la NED fait référence? Il s'agit de l'argent. Il finance les médias, il finance les syndicats,
Il finance les partis politiques. Il finance les groupes artistiques et culturels. Il finance les organisations de censure pour contrôler ce qui est défini comme de la mésinformation ou de la désinformation. Chaque vecteur d'influence de la société civile, dans n'importe quel pays du monde, est une cible de NED. Et c'est pour cela qu'il est considéré comme si indispensable, et pourquoi il reste l'un des derniers bastions dans le combat actuel contre Trump et les institutions de politique étrangère les plus pernicieuses qui ont dévié de leur mission. Le NED était totalement opposé au président Trump. Ils ont organisé des réunions, lancé des initiatives politiques pour détruire complètement la présidence Trump. Je peux énumérer cette liste si votre public souhaite l'entendre. C'est assez incroyable. Chaque aspect du NED a été instrumentalisé dans ce but contre l'administration Trump. En même temps, il y a des donateurs, des alliés et des partenaires commerciaux de Trump qui comptent sur le carnet d'adresses du NED, sur les relations qu'il a construites au fil de 40 ans. Ce sont des choses très difficiles à construire à partir de rien. Il existe donc de nombreux foyers géopolitiques sur lesquels, selon moi, l'administration Trump souhaiterait encore conserver une influence, que ce soit le Venezuela, l'Ukraine, l'Iran ou certaines régions d'Afrique. Des endroits qui ne sont pas, je dirais, aussi contestés sur le plan politique. Par exemple, les divergences entre le Parti démocrate et le Parti républicain à propos de la Hongrie, de la France ou de l'Allemagne. Mais il y a de nombreux endroits où il existe un soutien bipartisan au travail de développement international, pour le dire de façon charitable, de ces organisations de la société civile. Et je pense que cela a provoqué ce genre de schisme au sein du camp Trump sur la question de savoir quoi faire du NED. Eh bien, vous avez mentionné plus tôt le président fondateur du NED, Karl Gershman. Il a un jour qualifié l'Ukraine de plus grand prix dans la lutte géopolitique entre l'Occident et la Russie. Maintenant, je me demandais dans quelle mesure ces ONG ont joué un rôle clé en Ukraine. À la fois, je suppose, dans le renversement du gouvernement en 2014, mais aussi dans l'organisation du gouvernement, de la société civile, des médias et du reste, pour la prise en main de l'Ukraine après 2014. Totalisant. Le NED est partout en Ukraine. Ils sont partout en Ukraine et en Biélorussie. En fait, Karl Gershman était du côté biélorusse, si vous vous souvenez, à l'été 2020. L'establishment de la politique étrangère américaine a tenté d'organiser une révolution de couleur contre Alexandre Loukachenko. Et Karl Gershman a en réalité été piégé par plusieurs personnes qui se faisaient passer pour des militants de la société civile. Je crois que The Grey Zone en a parlé et a une bonne couverture à ce sujet. Mais vous pouvez écouter, je crois qu'il s'agissait de Karl Gershman, sur un appel Zoom, exposant toutes les façons dont le NED est intervenu en Biélorussie pour faire en sorte que ces manifestations aient lieu, pour apporter un soutien aux différents groupes syndicaux du Solidarity Center et pour soutenir les soi-disant médias indépendants. Cela signifie simplement être indépendant de notre adversaire, mais totalement dépendant du National Endowment for Democracy et de l'USAID pour le financement et l'orientation. Et il en va de même pour les manifestants. Je recommande vivement aux gens de chercher cette vidéo du NED sur la Biélorussie, afin que vous puissiez entendre directement de la bouche du cheval comment ces choses sont organisées. Mais le NED était partout en Ukraine à partir des années 1990, et sans doute même avant. Ils étaient omniprésents lors de la Révolution orange. Ils étaient partout lors de la Révolution de Maïdan. Il faisait partie de ce contexte lorsque Victoria Nuland a évoqué les 5 milliards de dollars d'aide financière accordée à la société civile ukrainienne. Victoria Nuland a prononcé ce discours alors qu'elle était secrétaire d'État adjointe
pour l'Europe et l'Eurasie en décembre 2013 lors d'un événement devant 2 panneaux d'ExxonMobil et Chevron, qui avaient chacun signé des accords de partenariat de plusieurs milliards de dollars avec Naftogaz, la compagnie gazière publique ukrainienne. George Soros menait depuis des années un bras de fer contre Vladimir Poutine pour tenter de privatiser Naftogaz, afin que les bénéfices du pilier de l'économie ukrainienne, son infrastructure gazière et le transit du gaz, soient perçus par des entreprises énergétiques occidentales dans lesquelles Soros avait investi, plutôt que par les Russes de Gazprom. C'est pourquoi les lignes rouges et les conditions du FMI, de la Banque mondiale, du département d'État américain et du Foreign Office britannique exigent toujours que l'Ukraine poursuive la voie de la privatisation de ses ressources énergétiques. Peut-être que c'est un sujet annexe. Mais en réalité, la NED fonctionne comme une sorte de CIA privée au service de l'empire Soros. Et le département d'État s'en accommode, parce que Soros est le plus grand donateur du Parti démocrate. Il n'y a pas que Soros. Il y a aussi toutes ces entreprises énergétiques occidentales, comme je l'ai mentionné. ExxonMobil, Chevron. Chevron a signé un accord de 10 milliards de dollars avec Naftogaz. Shell a signé un autre accord de 10 milliards de dollars avec Naftogaz. British Petroleum, des entreprises norvégiennes de GNL, des entreprises qataries de GNL, qui sont partenaires de banques britanniques. L'objectif était d'évincer les entreprises russes de gaz naturel. J'appelle cela le grand jeu énergétique ukrainien. Si vous éliminez le gaz naturel russe, alors sur la seule autre façon d'acheminer du gaz en Ukraine et de tirer parti de l'architecture de ces gazoducs, c'est par le GNL, qui est bien plus cher que le gaz naturel. Mais vous pouvez le vendre depuis l'Occident. Cela signifie que Houston, au Texas, ouvre soudainement un immense marché à l'Ukraine, parce que sans le gaz naturel de la Russie, vous leur vendez désormais, essentiellement sous la contrainte diplomatique du régime de sanctions, du GNL massivement majoré et coûteux provenant de Houston, du Texas, ou de la Norvège, ou du Qatar. N'importe lequel de ces endroits dotés de vastes champs gaziers peut simplement expédier vers la Pologne et utiliser les nouveaux terminaux GNL là-bas pour ensuite l'acheminer vers l'Ukraine. C'est en partie pourquoi il était si important pour l'establishment de politique étrangère de Biden de s'assurer que la Pologne reste sous la coupe de cette architecture tentaculaire au sein de l'OTAN, afin qu'elle maintienne une posture de guerre permanente contre la Russie, une posture de sanction contre la Russie, pour ne pas perturber les profits des compagnies pétrolières ou gazières occidentales. Vous avez mentionné George Soros à plusieurs reprises. Je me souviens d'un article qu'il a écrit dans les années 90, où il soutenait que l'OTAN avait besoin de partenariats avec les pays d'Europe de l'Est, parce que les pays membres de l'OTAN, les Européens de l'Ouest et les Américains, étaient toujours réticents lorsque trop de sacs mortuaires commençaient à s'accumuler. Mais s'ils pouvaient combiner les technologies d'armement occidentales avec, je suppose, la chair à canon ou les hommes d'Europe de l'Est, alors c'était effectivement ce dont l'OTAN avait besoin pour devenir une grande force de combat. Mais je voudrais poser une question, car George Soros est toujours mentionné comme un acteur clé. En effet, comme quelqu'un qui finance le Parti démocrate et l'Open Society. Les ONG qu'il dirige semblent travailler main dans la main avec le gouvernement américain. Pourquoi George Soros est-il si important dans cette utilisation plus large des ONG pour capter la société civile et les médias de différents pays? Eh bien, c'est parce qu'il est le plus grand donateur politique des campagnes démocrates. Par exemple, lors du dernier cycle électoral, il a donné 100 millions de dollars aux démocrates. Le deuxième plus grand donateur n'a donné que 40 millions de dollars. Ainsi, l'empire Soros est 2,5 fois plus influent.
Celui qui paie l'orchestre choisit la musique. Les plus gros donateurs peuvent choisir le personnel. Ce sont des faveurs que le président doit à ses donateurs, de peur de ne plus recevoir de dons lors des prochaines élections. Ainsi, le réseau Soros peut effectivement choisir le personnel qui compose et dirige le département d'État, la CIA, le Pentagone, l'USAID. Et cela ne se limite pas seulement au personnel direct, mais s'étend aussi au sein du Congrès. And this extends not just to the direct personnel there, but also within Congress. Mark Warner, for example, who is the Mark Warner, par exemple, qui est le président démocrate de la Commission du renseignement du Sénat, a reçu plus de 14 millions de dollars de membres de la famille Soros, rien que pour ses campagnes sénatoriales via les Friends of Mark Warner. Et donc cela détermine ce que fait Ned. Cela détermine ce que fait la CIA. Et ce que l'on constate, c'est cette relation très étroite entre la CIA et le monde des fonds spéculatifs. Je ne considère pas l'Open Society Institute comme une ONG. Je le vois simplement comme le bras opérationnel du George Soros Management Fund. Chaque fois que vous voyez une manifestation ou une initiative politique soutenue par Soros en Lettonie, en Lituanie, en Estonie, en Mongolie, peu importe le pays, vous pouvez parier qu'il y a une entreprise du portefeuille Soros sur laquelle le fonds spéculatif Soros est soit à la hausse, soit à la baisse, et que l'action de l'Open Society Institute vise à maximiser les profits de cette opération. Il est important de comprendre que Soros n'est pas la seule personne impliquée dans ce jeu. Il est difficile de trouver un fonds spéculatif aux États-Unis, un fonds de capital investissement, un fonds d'actifs alternatifs ou un banquier londonien gérant des milliards de dollars d'actifs qui ne joue pas, dans une certaine mesure, à ce jeu d'influence politique. Mais la raison pour laquelle Soros est une figure très claire et concrète à analyser pour comprendre comment fonctionne cette structure de pouvoir, c'est parce que ses racines remontent très loin dans la famille Soros. Et c'est ainsi que le fonds spéculatif a effectivement opéré à partir des années 1980. Si vous allez par exemple sur Wikileaks et que vous consultez les fuites de câbles du département d'État et que vous tapez simplement le nom Soros, vous verrez le département d'État américain rendre des services à la famille Soros depuis 1973. Cela fait donc très longtemps que cela dure. George Soros avait un frère aîné, Paul Soros, qui était un magnat dans le domaine du transport maritime, du fret, des infrastructures et du développement portuaire. Pendant la guerre froide, en 1973, c'est avant les auditions de la commission Church en 1975 et tout cela, il suffit de lire les courriels de Wikileaks contenant des câbles du département d'État avec les ambassades américaines en Iran et au Gabon, qui œuvraient pour s'assurer que Paul Soros obtienne les contrats pour les projets d'infrastructure et de développement portuaire en Iran et en Afrique. Et cela, encore une fois, à une époque où l'Iran était sous la tutelle des États-Unis et du Royaume-Uni dans les années 1970, avant la Révolution. Mais la famille Soros participait à ce jeu, où leurs propres sociétés de portefeuille et entreprises commerciales étaient étroitement liées à la diplomatie américaine. C'était il y a plus de 50 ans, en 1973. Et cela a toujours fait partie de l'action de la politique étrangère américaine parce que c'est très puissant. C'est ainsi que les États-Unis ont mené la guerre pendant la doctrine Monroe. En 1823, les États-Unis ont essentiellement annoncé une sorte de détente avec l'Europe, que l'Europe resterait en dehors de l'hémisphère occidental et que l'Amérique resterait en dehors de Tripoli et autres. Et la manière dont les États-Unis ont obtenu une sorte de vassalité politique sur l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, c'était par le biais d'entreprises commerciales américaines, United Fruit et autres. Ce furent les guerres de la banane et les grandes entreprises agricoles et sucrières associées, soutenues par le département de la guerre des États-Unis et appuyées diplomatiquement par le département d'État américain.
Ainsi, on avait déjà ce genre de théorie économique du ruissellement bien avant Reagan. Cette idée que les Américains auraient des bananes bon marché, du sucre bon marché, et ces chaînes d'approvisionnement abondantes qui seraient administrées et prises en main par des entreprises privées américaines, mais qui seraient protégées et sécurisées en tant que marché par le département de la guerre et le département d'État des États-Unis. Bien avant que nous ayons une CIA, bien avant que nous ayons l'USAID. Mais une fois que ces institutions ont été créées dans les années 1940 et 1960, d'abord la CIA, puis l'USAID, puis dans les années 1980 avec le NED, cela est devenu totalisant pour le contrôle, non seulement d'un point de vue militaire, via le département de la guerre, ou par des sanctions ou une pression descendante du département d'État, mais aussi par la capacité à exercer ce type de contrôle ascendant sur la société civile, les médias, les syndicats, les universitaires, les arts et la culture. Mais cela a toujours été ainsi. Ce n'était pas un phénomène nouveau. Mais essentiellement, ce que George Soros a fait dans les années 1980, beaucoup de gens considèrent George Soros comme étant, vous savez, uniquement démocrate. Et ce n'est pas le cas. Il y a énormément de recoupements avec les républicains à cause du côté grandes entreprises du Parti républicain, du volet affaires internationales du Parti républicain, le courant John McCain, Mitt Romney, Nikki Haley. Et George Soros s'est associé dans les années 1980 lorsque la NA a été créée. George Soros était co-investisseur dans ses fonctions sous la branche exécutive républicaine. Il a collaboré avec le monde républicain de Ronald Reagan. John McCain dirigeait l'IRI à l'époque, d'ailleurs, et il y a eu une relation très étroite entre McCain et Soros de cette époque jusqu'à la mort de John McCain. Mais il s'agit d'une opération qui dure. George Soros pariait sur les devises de tous les différents pays d'Europe centrale et orientale, où il travaillait avec le NED, la CIA, le département d'État et l'USAID pour renverser les gouvernements. Il disposait donc d'informations privilégiées. Réfléchissez à cela. Il se mesure à l'ensemble du marché, non seulement en matière de spéculation sur les changes, mais aussi concernant le sort de toutes les différentes industries. Si vous savez que la CIA va renverser un gouvernement parce que vous les aidez à le faire, que vous avez les accréditations de sécurité nationale, que vous avez des agents sur le terrain et que vous travaillez chaque jour avec l'ambassade locale, bien avant que le marché ne sache que cela se prépare. George Soros peut prendre des positions en avance grâce à ces informations privilégiées pour réaliser des milliards de dollars de profits contre lesquels le marché n'a aucune chance de rivaliser, car il ne travaille pas directement avec le département d'État, la CIA et l'USAID pour savoir si cela se produit, et encore moins pour en connaître les chances de succès. Mais cela se produit aujourd'hui avec des personnes comme Tom Donilon. Tom Donilon est le président du BlackRock Investment Institute. Avant cela, il n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie en dehors du gouvernement. Il a été conseiller à la sécurité nationale pour Barack Obama. Il a occupé un poste de haut rang au département d'État dans les années 1990, contribuant à l'élargissement de l'OTAN. Il a reçu le Director's Award de la CIA. Et selon le New York Times, il était le premier choix de Joe Biden pour diriger la CIA devant Bill Burns. Mais Tom Donilon a refusé le poste de directeur de la CIA afin de pouvoir continuer à gagner des millions en tant que président du BlackRock Investment Institute. Pendant ce temps, le frère de Tom Donilon, Mike Donilon, était le principal conseiller de Joe Biden à la Maison-Blanche et occupait ce poste auprès de Joe Biden depuis 1986. Ainsi, vous avez le lauréat du Director's Award de la CIA, responsable du renseignement et de la diplomatie américain, ainsi que de l'expansion de l'OTAN, qui siège également au conseil d'administration de la Global Leadership Coalition, le groupe officiel de lobbying pour l'USAID, et du budget du département d'État au Capitole, tout en dirigeant le BlackRock Investment Institute,
le groupe de réflexion interne chargé de la prise de décision en matière d'investissement chez BlackRock. Bien qu'il vienne de la Central Intelligence Agency et qu'on lui ait directement proposé le poste de numéro 1 à la tête de la CIA, il refuse afin de continuer à diriger la branche d'investissement de BlackRock. Mais il peut recevoir des mises à jour quotidiennes de son frère, qui est le principal conseiller de Joe Biden à la Maison-Blanche. C'est ainsi que fonctionne Soros, Inc. Il est important que tout cela soit complètement restructuré, car la politique étrangère américaine ne sert plus les citoyens américains. Elle sert ces milliardaires, reclus et laïcs qui utilisent la politique étrangère des États-Unis pour leur profit personnel, que cela soit bénéfique ou non pour le peuple américain. Et cela doit cesser immédiatement, quels que soient les dommages collatéraux. J'étais récemment en Géorgie, le pays bien sûr, et le Premier ministre y assistait également à la même conférence et a fait le même constat, que les ONG dans son pays tentaient effectivement de provoquer un changement de régime ou une autre révolution de couleur, afin d'utiliser la Géorgie comme une seconde ligne de front contre les Russes. De plus, jusqu'en Inde, le ministre des Affaires étrangères s'est montré très virulent quant au caractère indésirable de George Soros dans le pays, ainsi que de ses autres soi-disant organisations non gouvernementales. Mais lorsque, par exemple, l'USAID a coupé son financement, encore une fois, c'est pas une ONG, c'est directement financé par le département d'État. Il y a alors eu tout cet intérêt. Eh bien, cela a été un moment charnière, parce que soudainement, on s'est rendu compte que 85 à 90% des médias ukrainiens étaient financés par cela. Je veux dire à quel point c'est étendu, surtout en Ukraine, car l'ancien procureur général d'Ukraine, Viktor Shokin, faisait remarquer qu'après 2014, ils étaient plus ou moins gérés comme une colonie. Et il semble que les soi-disant ONG aient joué un rôle très important dans tout cela. Quelle est alors la relation avec les médias? Eh bien, Viktor Shokin le saurait. Son limogeage en tant que procureur a également eu lieu à cause de l'USAID. Si vous vous souvenez, lorsque Joe Biden a fait cette fameuse confession devant le Council on Foreign Relations, il a déclaré qu'il s'était personnellement rendu à Kiev et avait menacé le gouvernement ukrainien que s'il ne renvoyait pas Viktor Shokin, il perdrait une garantie de prêt d'1 milliard de dollars. Donc, il en coûterait 1 milliard de dollars pour garder Viktor Shokin comme procureur. À quoi faisait référence cette garantie de prêt d'1 milliard de dollars? Il s'agissait d'une garantie de prêt de l'USAID, conditionnée à des réformes de gouvernance. La gouvernance étant intégrée à l'état de droit, ce qui permet effectivement aux États-Unis de contrôler le ministère de la Justice en Ukraine. Chaque aspect de la société civile ukrainienne est financé de haut en bas par l'USAID, et cela depuis longtemps. Comme vous l'avez mentionné, jusqu'à 90% des médias ukrainiens, y compris certains des plus grands titres, comme le Kyiv Independent, sont financés par l'USAID. Les organisations non gouvernementales, comme l'OCCRP, le projet de reportage sur le crime organisé et la corruption, qui a fini par enquêter sur Rudy Giuliani avec des fonds de l'USAID, ce qui a conduit à la procédure de destitution du président en 2019, reçoivent la moitié de leur budget de l'USAID et du département d'État. Il existe un documentaire remarquable que l'on peut retrouver, réalisé par une équipe de production allemande, avec toutes leurs confessions internes sur la manière dont cela fonctionne en termes de contrôle éditorial et de droit d'embauche et de licenciement par le département d'État et l'USAID. Mais il s'agit aussi des syndicats. Par exemple, Randi Weingarten, la présidente de l'American Federation of Teachers, l'un des syndicats d'enseignants les plus influents des États-Unis,
se rendait constamment à l'étranger, en Ukraine, pour travailler avec les syndicats d'enseignants locaux, afin de s'assurer que les enfants apprennent une nouvelle mythologie sur leur propre histoire, et que toute affinité avec la Russie ou les Russes, toute forme d'implication positive entre les peuples russes et ukrainiens, ainsi que les différentes divisions ethniques soient éliminées des manuels scolaires ukrainiens. Ainsi, les esprits des écoliers ukrainiens sont contrôlés par le département d'État américain, même dans les domaines des arts et de la culture. Si vous vous souvenez, il y a eu un scandale incroyable avant l'élection de 2016 ici aux États-Unis autour d'une femme nommée Marina Abramovich, qui était responsable du scandale du spirit cooking. Ce phénomène représente une sorte de développement culturel lugubre, presque macabre, voire satanique. Il impliquait des choses étranges, avec des corps faits pour ressembler à des cadavres, et ces pratiques très bizarres, presque assimilables à de l'adoration du diable. Elle a ensuite collaboré avec le département d'État américain pour diriger le développement artistique et culturel en Ukraine. Encore une fois, il s'agit de sélectionner les musées ukrainiens et de parrainer des graffitis sur les bâtiments et des œuvres d'art publiques afin qu'ils soient tous débarrassés de toute affiliation héritée avec la Russie. Ils essayent de faire disparaître la Russie de la mémoire collective, à la manière de 1984, vous savez, effacer l'idée qu'il n'y ait jamais eu une langue russe en Ukraine ou une histoire partagée, afin que l'Ukraine puisse devenir pleinement européenne de cette façon et être intégrée à l'OTAN et au marché de l'UP membre. Ainsi, son propre gaz naturel, ses terres rares et ses ressources agricoles pourront être entièrement englouties par Wall Street et la City de Londres. Mais c'est totalement global en ce qui concerne l'USAID en Ukraine. En fait, l'USAID payait même les pensions et les fonds de retraite des pompiers, policiers et enseignants ukrainiens. Alors qu'aux États-Unis, nous avons des anciens combattants pauvres qui meurent sous les ponts dans nos grandes villes. Au lieu de financer leurs pensions ou leurs retraites, ou d'essayer de payer pour des logements abordables ou des soins de santé aux États-Unis, où le propriétaire moyen doit désormais attendre d'avoir 40 ans. Il y a une génération, c'était presque la moitié de cet âge. Cet argent sert à cela. Je crois qu'il s'agissait de 15 milliards de dollars d'aide de l'USAID, rien que pour l'Ukraine. Il pourrait servir à payer les travailleurs agricoles, les retraites, les salaires des fonctionnaires, les gens en Ukraine. Cela vise à maintenir un contrôle d'État vassal sur la politique intérieure de l'Ukraine. L'argent est l'appât qui les incite à continuer de soutenir ce système. On appelle cela un travail sur les cœurs et les esprits, ce genre d'influence sur les groupes nationaux. Mais ce n'est pas vraiment les cœurs et les esprits. C'est les cœurs, les esprits et l'argent. L'argent est ce qui permet de gagner les cœurs et les esprits bien plus efficacement que la propagande elle-même. Évidemment, on paye aussi la propagande pour influencer les cœurs et les esprits. Mais lorsque les moyens de subsistance des gens dépendent des financements de l'USAID, ils voteront pour, ils descendront dans la rue, pour, ils feront ce qu'on leur dit, afin de s'assurer que les fonds de l'USAID continuent d'arriver. C'est ce que nous avons constaté. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense que le département d'État était derrière la décision d'annuler les élections en Ukraine. Et pourquoi il n'y a pas eu de tollé concernant la menace pour la démocratie que représente l'annulation des élections contre Zelensky? Parce que la question des cœurs et des esprits est la plus cruciale. Si l'Ukraine avait la possibilité de voter pour changer sa politique étrangère, elle en choisirait une autre. Et jusqu'à présent, le département d'État américain n'a pas voulu permettre que cela se produise.
Eh bien, les Ukrainiens ont pourtant eu l'opportunité de sortir de ce conflit par le vote. En 2019, ils ont en fait voté à 73% en faveur de la plateforme de paix de Zelensky. Et tout cela visait en substance à faire la paix avec le Donbass, à faire la paix avec la Russie, à mettre en œuvre les accords de Minsk, à permettre aux gens de parler leur propre langue dans l'est de l'Ukraine, c'est-à-dire les russophones. Mais c'est aussi pour cela que j'ai trouvé cela fascinant, car à cette époque, il n'y avait pas seulement ces groupes fascistes qui menaçaient Zelensky de manière assez ouverte, mais il y avait aussi une énorme pression exercée par des ONG, comme le Ukraine Media Center. Et que sais-tu du mémo des lignes rouges? Parce qu'ils l'ont en fait empêché de faire quoi que ce soit que la grande majorité des Ukrainiens avaient pourtant approuvé par leur vote. J'allais justement en parler et le lire à voix haute. Donc cela se passe en mai. Je crois que l'élection a eu lieu en mars 2019. Et en mai 2019, le Ukraine Crisis Media Center, qui est financé par le département d'État américain via l'ambassade des États-Unis à Kiev, financé par l'USAID et par l'OTAN, ainsi que par une série d'autres organisations affiliées à l'USAID et à la CIA, comme Chemonix, a publié une note. Chemonix fait partie des 5 plus grands bénéficiaires de subventions de l'USAID chaque année, et ce depuis des décennies. Son fondateur a déclaré à la presse qu'il avait créé Chemonix parce qu'il avait toujours voulu faire 2 choses: rendre le monde meilleur et avoir sa propre CIA privée. C'est, je crois, le 2e plus grand bénéficiaire de subventions de l'USAID chaque année. Voici donc qui finance le Ukraine Crisis Media Center. L'OTAN, 2 grandes vitrines de la CIA, et le gouvernement américain directement via le département d'État. Le Ukraine Crisis Media Center est une concentration de tous les médias effectivement financés par l'USAID en Ukraine. Ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils font habituellement dans ce genre de situation. Ils rassemblent tous leurs petits poissons pour former un énorme requin menaçant. Ils ont réuni 70 organisations médiatiques et ONG, 70 d'entre elles, en 1 mois et demi après l'élection de Zelensky. Encore une fois, Zelensky a été élu, je crois, en mars. Je pense qu'il a pris le pouvoir en avril 2019. Et en mai, le mois suivant, il reçoit ce fameux mémo des lignes rouges. Donc, encore une fois, cela ne faisait qu'1 mois qu'il était en fonction. Et voici comment cela commence. En tant qu'activiste de la société civile, encore une fois, en tant que pion sponsorisé par l'USAID au service de la politique étrangère des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'OTAN, nous présentons une liste de lignes rouges à ne pas franchir. Et ils mettent réellement lignes rouges à ne pas franchir entre guillemets. Si le président franchit ces lignes rouges, de telles actions mèneront inévitablement à l'instabilité politique dans notre pays et à la détérioration des relations internationales. Or, si vous parlez le langage du département d'État, instabilité est un mot lourd de sens ici. L'instabilité est la seule raison pour laquelle Zelensky est arrivé au pouvoir à l'origine. L'instabilité est ce qui a fait tomber Viktor Yanukovych lors d'une révolution de couleur. L'instabilité, ce sont des gens dans les rues. They're doing that for. Des bulldozers qui roulent sur les voies ferrées pour empêcher le transfert de marchandises. L'instabilité, c'est la National Endowment for Democracy qui dépense 80 millions de dollars pour acheter des manifestants. L'instabilité, c'est la fermeture de votre gouvernement. L'instabilité, c'est le renversement de votre gouvernement lors d'une révolution de couleur. Ainsi, le centre médiatique de la crise ukrainienne, c'est-à-dire l'OTAN, l'USAID, le département d'État et des sous-traitants de la CIA comme Chemonix, dit en réalité à Zelensky: voici 20 lignes rouges que tu ne dois jamais franchir, à moins de vouloir que nous te renversions par le même type de révolution déstabilisatrice qui t'a permis d'arriver au pouvoir à l'origine. Je vais maintenant en lire quelques-unes.
Il donne environ 7 ou 8 catégories différentes de lignes rouges que Zelensky n'a pas le droit de poursuivre comme initiative politique. Tout d'abord, il y a les questions de sécurité. Organiser un référendum sur le format des négociations à adopter avec la Fédération de Russie concernant les principes d'un règlement pacifique. Encore une fois, cela est directement parrainé par l'ambassade des États-Unis à Kiev. C'est directement parrainé par l'OTAN. C'est directement parrainé par l'USAID. Et ils interdisent au nouveau président élu d'Ukraine, qui, comme vous l'avez mentionné, s'est présenté sur une plateforme de paix, de poursuivre un règlement pacifique avec la Russie. Ce sont le département d'État, l'USAID, la CIA et l'OTAN qui, dès le premier mois, empêchent le président démocratiquement élu de tenir la promesse sur laquelle il a été élu lors du vote démocratique. De l'extérieur, il parraine 70 signataires issus de l'Ukraine même. Cela crée un monstre à l'intérieur de l'Ukraine, donnant l'impression que cela vient de l'intérieur, alors qu'en réalité, tout l'argent provient de l'extérieur de l'Ukraine pour servir les intérêts du consensus de politique étrangère extérieure à l'Ukraine. Le deuxième point de la liste des lignes rouges concerne la tenue de négociations séparées, sans la participation des partenaires occidentaux de l'Ukraine, avec la Fédération de Russie, les membres des autorités d'occupation, ainsi que leurs groupes armés et bandes, dans les territoires temporairement occupés des oblasts de Donetsk et de Luhansk, en Crimée et à Sébastopol. Alors, pourquoi Glenn? Pourquoi diable des organisations ukrainiennes organiques, issues de la base et spontanées, menaceraient-elles le président du pays de ne pas mener de négociations avec la Russie sans la participation de pays occidentaux non ukrainiens? Cela n'a aucun sens, à moins de prendre en compte le fait que ces groupes sont financés par ces mêmes, je cite, partenaires occidentaux de l'Ukraine. Donc, alors que les médias présentent cela comme des ONG ukrainiennes, il s'agit en réalité de petites marionnettes de la CIA, du département d'État, de l'USAID, de leurs équivalents britanniques et de l'OTAN, et ils les menacent de ne pas exclure leurs sponsors. C'est scandaleux. La troisième ligne rouge consiste à satisfaire les exigences de l'ultimatum imposé par l'État agresseur ou à parvenir à un compromis avec le Kremlin au prix de concessions préjudiciables aux intérêts nationaux, à la souveraineté nationale, à l'intégrité territoriale et à l'indépendance des politiques intérieures et étrangères de l'Ukraine. En somme, il s'agit de toute forme d'apaisement. C'est essentiellement comme pointer une arme sur le tout nouveau président de l'Ukraine en lui disant « Si vous, qui avez obtenu un mandat démocratique écrasant lors de l'élection que vous venez de remporter, décidez à votre discrétion qu'il vaut la peine de faire des compromis avec la Russie, parce que, 5 ans plus tôt, nous avions renversé le gouvernement ukrainien et que cela a déclenché le référendum en Crimée et la sécession des États de l'Est de l'Ukraine, eh bien, vous ne pouvez plus le faire. Vous ne pouvez pas négocier avec la Russie. Et surtout, vous ne pouvez certainement pas négocier sans que nous soyons présents. Vous ne pouvez pas organiser un référendum avec le peuple ukrainien en vous en remettant à ce que le peuple ukrainien décide par son vote. Et puis, le quatrième point, entraver la mise en œuvre des politiques de sécurité et de défense définies dans le bulletin stratégique de défense en Ukraine, ou retarder, saboter ou rejeter la trajectoire stratégique vers l'adhésion à l'UE et à l'OTAN. Il s'agit du département d'État américain, de l'USAID et de l'OTAN qui menace de renverser Zelensky dans le mois suivant son entrée en fonction s'il fait quoi que ce soit pour retarder ou rejeter l'OTAN, empêchant ainsi son propre pays d'être absorbé par l'UE et l'OTAN. C'est une adhésion à l'OTAN sous la menace, une menace politique. Une autre ligne rouge consiste à réduire le dialogue politique et à détruire les mécanismes institutionnels bilatéraux de coopération avec les partenaires européens et euro-atlantiques.
with European and Euro-Atlantic partners. Again, the very people sponsoring Encore une fois, les mêmes personnes qui financent 70 groupes de la société civile coordonnés en Ukraine menacent de déstabiliser le pays s'il ne se conforme pas. Toute réduction du dialogue politique avec l'Europe ou les partenaires euro-atlantiques, le pistolet est de nouveau braqué sur sa tête. Initier toute action susceptible de contribuer à la réduction ou à la levée des sanctions contre la Russie par les partenaires internationaux de l'Ukraine. Donc tout ce que Zelensky aurait pu faire dès le premier mois de 2019, qui pourrait aboutir à un allègement des sanctions contre la Russie, tout ce qui pourrait mener à une normalisation du commerce avec la Russie, c'est fini si vous le faites. Une autre ligne rouge, tenter de revoir toute action visant à soutenir la solidarité internationale envers l'Ukraine, à restaurer son intégrité territoriale et à protéger les droits de toutes les personnes ayant souffert de l'agression russe. Encore une fois, tenter de revoir toute action. Zelensky n'a même pas été autorisé par le département d'État américain, l'USAID ou l'OTAN à examiner quoi que ce soit qui avait été fait au cours des 5 années précédentes. En ce qui concerne le réseau international de soutien et les actions autour des partenariats internationaux, il n'a même pas été autorisé à enquêter là-dessus. Ils protègent leurs propres crimes. Et je pourrais continuer. Question économique, une autre ligne rouge. Toute mise en œuvre de politiques contraires aux accords existants avec le Fonds monétaire international et d'autres partenaires étrangers. Toute tentative de s'opposer aux banquiers mafieux qui privatisent les industries ukrainiennes et les découpent pour les vendre à des prix dérisoires au clan de George Soros, à Wall Street et à Londres. Toute renégociation avec le FMI, toute tentative de préserver sa propre souveraineté nationale. Cela non plus, vous ne pouvez pas le faire. Exercer une pression sur les régulateurs au lieu de soutenir des réformes pour renforcer leur indépendance. Autrement dit, s'assurer que le FMI et les ONG gardent un contrôle total sur les organismes de régulation. Mais cela ne s'arrête pas là. Cela inclut aussi des questions culturelles. Toute tentative de réexaminer la loi sur la langue russe. Toute tentative d'autoriser la langue russe à la télévision ukrainienne ou dans les écoles ukrainiennes. Ainsi, l'USAID, avec son pistolet à argent, le département d'État, avec son bras des sanctions, l'OTAN, avec son réseau militaire et de sécurité, ainsi que sa branche des affaires civiles, il tenait Zelensky par les couilles dès le premier mois. Pas une seule chose, que ce soit la culture, les médias, le commerce, la sécurité, la politique économique ou la politique énergétique. Tout était bloqué sous la menace d'un coup d'État qui le renverserait, comme cela avait été le cas pour Yanukovych. L'Ukraine n'a jamais pu élire un président. La seule chose pour laquelle il pouvait voter après 2014, c'était pour savoir quelle marionnette exécuterait les ordres de la machine. Je me souviens avoir critiqué ces ONG, leur rôle en Ukraine, et la même ONG, le Ukraine Crisis Media Center, à laquelle vous venez de faire référence. Ils ont même publié un article à mon sujet intitulé « Les chevaux louches du Kremlin ». Et puis, quand on regarde la liste des donateurs pour voir qui les finance, tout en haut, je trouve mon propre gouvernement. Ce qui est incroyablement inquiétant, parce qu'ils ne feraient jamais ce genre de diffamation directement. Mais tant que c'est fait par le biais d'une ONG, alors là, ça passe. Donc c'était... Eh bien, laissez-moi vous dire qu'il y a probablement eu des pressions sur votre gouvernement de la part du département d'État américain pour investir dans cela. C'est quelque chose de très très courant. Le département d'État américain va collaborer avec le ministère des Affaires étrangères en Norvège, en Finlande ou en Allemagne. La Norvège, par exemple, a été l'un des plus grands bénéficiaires de cette guerre, grâce aux exportations de pétrole et de gaz qui ont complètement remplacé le marché russe en raison
de ces politiques de sanctions. Et donc, vous allez avoir le même type de force interne en ce qui concerne la Chambre de commerce et les acteurs nationaux de l'énergie qui vont investir dans les politiciens. Ils vont faire du lobbying pour que le gouvernement soutienne cela. Et si le gouvernement ne veut toujours pas le faire, le département d'État américain va conditionner divers accords commerciaux ou de sécurité au fait qu'ils soient co-investisseurs dans ce type de projet. C'est ainsi que l'on voit ce genre de grande coalition qui a tendance à soutenir cela. Mais c'est exactement ce qui a été fait. Et ce sont les mêmes forces qui ont tenté d'écarter Trump et qui en fait l'ont effectivement écarté de 2016 à 2020 aux États-Unis. David Kramer, par exemple, était étroitement lié au Ukraine Crisis Media Center. C'est lui qui a effectivement lancé le Russiagate en transmettant le dossier Steele à BuzzFeed. Ce dossier avait été rejeté par d'autres médias américains car jugé non crédible. Mais David Kramer, du Ukraine Crisis Media Center, financé par l'USAID, le département d'État, l'OTAN, les gouvernements de Norvège, d'Allemagne et d'autres encore, c'est précisément ce Ukraine Crisis Media Center qui a lancé le Russiagate. Et encore une fois, tout cela était dû au fait qu'ils voulaient imposer des lignes rouges au président américain, de la même manière qu'ils en ont imposé à Zelensky. Ils ont agi ainsi parce que Trump avait menacé de quitter l'OTAN ou de réduire l'implication des États-Unis, et il avait fait campagne sur une politique de détente avec la Russie, affirmant que ce n'était pas vraiment l'ennemi, c'était la Chine. Il y avait donc tous ces milliards de dollars d'investissement de la part de George Soros, Bill Browder et de toute la Chambre de commerce en Eurasie. Ils étaient terrifiés à l'idée de perdre le contrôle si Trump cessait de fournir des milliards de dollars de soutien, après 2014, au ministère ukrainien de la Défense pour reprendre les oblasts de l'Est de l'Ukraine et la Crimée, de peur que ces régions ne deviennent des États séparatistes à jamais. Trump avait franchi les lignes rouges. Alors, ils l'ont visé avec la Russiagate via le centre médiatique de la crise ukrainienne, exactement comme ils l'ont fait avec Zelensky. Eh bien, Mike Benz, je vous ai déjà pris trop de temps, alors merci beaucoup pour vos éclairages à ce sujet. Je pense encore une fois que c'est un sujet souvent ignoré. Mais si l'on regarde la littérature, le rôle dans les révolutions de couleur, ce qui a été fait par la suite, je veux dire, les documents existent sur les partenariats entre la NDA et la CIA. Tout est là, mais cela semble avoir très peu de place dans le discours. Donc oui, encore merci. Merci Glenn. J'espère que nous pourrons reparler bientôt.